sur les 13 candidats à la présidentielle. Elle s'est révélée au public en août dernier lors de son investiture, portée par le mouvement pour la Renaissance. Kam Yeli Monique en est la génitrice et la présidente. À 47 ans, chef d'entreprise et mère de 5 enfants, elle prône le développement par l'éducation. Son portrait en ouverture de journal. Période de campagne, période où le business prospère et où le fair play se révèle. Et oui, il est possible de se côtoyer sur la scène en évitant les provocations langagières. Nous le verrons dans un instant. La campagne, c'est aussi le regain de vitalité de certains secteurs de l'économie, imprimerie, calligraphie, sérigraphie. Bref, nous ferons le point de ces différents aspects dans cette édition. Nous parlons aussi sport ce soir avec le match étalon du Burkina, Flames du Malawi. La rencontre de la 3e journée des éliminatoires à la CAN 2021 se joue finalement à huis clos. Décision de la CAF. Nous aurons les éléments d'information dans un instant et nous serons également au stade du 4 août pour le dernier entraînement. Et ce sont les titres de ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Unique femme dans la course à la présidentielle, elle est connue du grand public lors de son investiture. Kam Yeli Monique, forte de ses 22 années d'expérience d'entrepreneur social et promotrice d'entreprise, compte révolutionner la gouvernance et cela par l'éducation. Elle est à la tête du mouvement pour la Renaissance du Burkina. À sa découverte avec Aimé Solange Guigma. Elle est l'unique femme sur la liste des candidats à la présidentielle du 22 novembre 2020. Il s'agit de Yeli Monique Kam, épouse Ngankam. Entrepreneure sociale, elle est promotrice et directrice générale de Sager Courtier en assurance. Le courtier est le premier interlocuteur. Celle qui est surnommée la Yénéga de l'éducation est titulaire d'un master en marketing et stratégie obtenu en 2010 à l'Institut supérieur privé polytechnique de Ouagadougou et d'une licence option marketing et management obtenue en 2008 à l'Institut africain de professionnalisation en management. Spécialisée en assurance, elle débute sa carrière professionnelle en tant qu'assistante de direction, ensuite productrice chargée de la clientèle auprès de Gras Savoie, une multinationale française œuvrant dans le domaine courtier, puis agent général d'assurance à Alliance Assurance. Depuis 2019, Yeli Monique Kam dirige sa propre entreprise, une société à responsabilité limitée dénommée Sager. Après 22 ans d'expérience professionnelle, elle décide d'entrer en politique. Le 18 août 2020, Yeli Monique Kam est investie candidate à la présidentielle du 22 novembre prochain sous la bannière du MRB, Mouvement pour la Renaissance du Burkina, un parti dont elle est la fondatrice et la présidente. Du livre n'est pas un parti de plus. Du haut de ses 47 ans, mariée, mère de 5 enfants, celle que l'on surnomme la Yénéga de l'éducation, va à la conquête du pouvoir pour le compte du Parti du Livre qui fait de la refonte du système éducatif burkinabé son cheval de bataille. La campagne électorale débutée il y a 2 semaines est aussi le temps propice aux bonnes affaires et cela dans certains segments de l'économie. Pour certaines imprimeries, par exemple, la période permet d'atteindre le pic de leurs commandes, contrairement à d'autres qui se plaignent de l'interdiction des gadgets depuis la période de la transition. Salifou Belem et Vincent Kindrebego ont fait un tour de terrain. Une imprimerie qui tourne presque à plein régime. L'entreprise a reçu plusieurs commandes à honorer. Des partis et acteurs politiques ont demandé ses services pour imprimer des documents, des affiches, des magazines pour les besoins de la campagne électorale qui bat son plein. Il y a un pic, c'est indéniable, mais néanmoins c'est un peu moins que les autres années quand la loi sur les gadgets publicitaires n'était pas encore en application, c'était mieux. Autre lieu, autre réalité. Jean-Noël Ouedraogo est sérigraphe et calligraphe. Autrefois, il tirait profit, lui aussi, des retombées de la période électorale. Mais depuis 2015, plus rien n'est comme avant. Les années antérieures, on pouvait aller à 50 000 t-shirts, 45 000. Mais depuis le commencement,
Je pense que c'est 200 t-shirts et puis après on m'a contacté pour 400 t-shirts vierges d'ailleurs qui ne sont pas encore passés et que je ne sais même pas s'ils vont passer encore. En cause, la loi électorale de 2015 qui interdit l'usage de gadgets, t-shirts et autres vêtements à l'effigie des partis politiques pendant la campagne. Conséquence, une partie de son atelier de production est à l'abandon, faute de commandes. On avait pas mal de tables comme celle-ci, au moins 5 qui étaient dans la cour, et toute la cour était prise de travailleurs, les sérigraphes, ceux qui emballent, ceux qui déballent. Les acteurs concernés se sont regroupés pour tenter un plaidoyer. On appelle aux autorités, parce qu'après les élections, on va recommencer à approcher de qui de droit, pour qu'ils puissent nous aider à abroger la loi, afin que les municipalités à venir, pour qu'on puisse s'en sortir. Là, c'est une boutique de vente de t-shirts et casquettes. Ça devrait être la période des commandes en gros. Il y a des clients, mais pas beaucoup. Voyez-vous, les gens achètent en détail. Quand on faisait la sérigraphie, les commandes c'était en gros. La loi du CNT, aussi appelée loi shérif, est encore pointée du doigt. Sans effigie, les t-shirts ne sont plus prisés des partis politiques qui préfèrent désormais se distinguer par la couleur de leur parure. On voit ici une tentative d'adaptation à cette donne. En adoptant la loi sous la transition, les acteurs et partis politiques étaient visés par le législateur. Mais après coup, un pan de l'économie se sent touché. Les élections, c'est aussi, et comme à l'accoutumée des faits insolites, deux camps en présence qui battent campagne à longueur de journée au même endroit et face au même public. Il n'est alors pas question de provocation ni de sabotage. Chacun défend sa chapelle en faisant prévaloir un esprit de fair play. Et c'est ce que nous voyons dans ce constat signé Salifou Belem et Vincent Kenrobero. Surexcités, ces jeunes défendent bruyamment leur bord politique. Comme moi j'aimerais rien que je ferais Diabré. Parce qu'on a lutté ensemble jusqu'à oh là là, Et juste à côté, un autre groupe avec un autre son de cloche. Nous, votre Rock la solution. Rock c'est notre papa. Voilà, avec Rock, ça va aller. Des positions politiques foncièrement opposées, mais les deux groupes ont choisi de battre campagne côte à côte. Une proximité apparemment risquée, mais il n'en est rien. Ces militants politiques ayant fait le choix de la cohabitation pacifique. On est ensemble ici. Voilà, donc on est tous dans cette marché-là. Donc quand nous on fait comme ça, chaque année on fait comme ça. Voilà, pour ambiancer le coin, pour envoyer la paix dans notre pays. Voilà, rien que ça. Voilà. C'est ça qu'on appelle la démocratie. La démocratie, c'est comme ça. Voilà, on est ensemble, C'est la campagne, on est ici, on mange ensemble. Voilà, comme ça aussi, voilà, on dort ensemble. On ne peut pas faire la bagarre à côté. Voilà. Je sais que la campagne aussi va finir et puis on va rester ici encore ensemble ici. Voilà, on n'a pas besoin de faire des bagarres voilà, entre nous ici. C'est la famille. C'est la famille. Voilà. Nous voulons faire exemple, voilà, pour envoyer dans le monde entier, pour qu'ils voient. Notre élection, ce n'est pas comme des autres. C'est ça qu'on appelle pays des hommes inters. Pays des hommes inters, on doit être ensemble. Installé au bord d'une voie principale, au cœur de la capitale burkinabé, la scène ne passe pas inaperçue des milliers de passants. Ces jeunes, issus du secteur informel et sans leader apparent, défendent un double objectif, à savoir leurs convictions politiques respectives et le vivre ensemble, souvent mis à mal en période électorale. Et cet engouement est dû dans son ensemble à des stratégies bien ficelées par les états-majors de partis politiques. Pendant que la campagne bat son plein, le boulot lui se poursuit. Nous avons décidé d'y balader notre caméra et voici le constat que nous vous proposons. C'est avec Adama Guiti et Amadou Marcel Tou.
Depuis l'ouverture de la campagne électorale, les partis politiques se rivalisent à travers des meetings. Mais en dehors de ces mobilisations grand public, chaque parti cogite depuis son quartier général dans le but de conquérir davantage d'électeurs. Vous constaterez que nous avons fait un peu peau neuve au niveau donc de notre siège. C'est aussi à la hauteur donc des ambitions que nous projetons pour cette campagne. Nous sommes des praticiens, nous ne sommes pas des théoriciens. On s'arrête, on dit voilà ce que nous devons faire et nous envoyons les militants sur le terrain. Bon, le QG ici, c'est les lieux de rencontre, la définition des stratégies, voilà, et puis bon voilà, on va sur le terrain. Toute l'organisation de la campagne part d'ici et nous nous retrouvons régulièrement, dans peu de temps même nous aurons une réunion dans la direction. On a été en dehors dès le départ, mais depuis le 5 avec le lancement à Bobo Dioulasso, il faudrait dire qu'à tous les niveaux, pour nous, ce n'est pas commencer le premier qui compte, mais c'est l'arrivée qui compte. Déjà plus de 10 jours de campagne rythmée, loin des tensions, avec au rendez-vous une satisfaction chez la majorité des candidats et des partis engagés. Je note que le temps est tempéré. De façon globale, on peut dire que les uns et les autres arrivent à s'exprimer sans qu'il n'y ait de velléité particulière. Pour le moment, tout se passe bien. Parce que notre programme, nous arrivons donc à le dérouler correctement. Nous n'avons pas eu de problème particulier. Le seul programme que nous avons dû décaler à un moment donné, c'était le meeting de Douri. Et là, c'était lié au décès donc, du papa du chef de l'État. Confiants, tous envisagent déjà une victoire certaine depuis leurs différents QG avant même la fin de la campagne. Nous avons des arguments pour parler à la population du Kadiogo. Et fort de cela, nous sommes convaincus. Si en 2015, nous avons fait 3 députés, et nous sommes convaincus que sur les 9, nous allons essayer de multiplier. Nous, on est prêts. Nous, on s'est mis au travail et on s'est dit qu'en 2020, il faut que l'IPC gagne. Et nous sommes convaincus que nous allons gagner. On est sûr et certain de nous que vraiment, même si la campagne s'arrêtait, vraiment à 16h, 18h, si les votes finissent seulement, on sait que le MJPP Sahara, le mouvement des jeunes patriotes pour le progrès, nous pensons que nous allons avoir le maximum de votants. En attendant, la mobilisation des électeurs se poursuit jusqu'au 20 novembre à minuit. L'heure est donc venue pour les partis politiques et les candidats indépendants de jouer leur dernière carte. Et pour un bon déroulement des processus électoraux, l'Union européenne vient en soutien au projet d'appui en charge. Près de 6 milliards injectés sur un budget global évalué à plus de 9 milliards, 60% donc. La signature de convention est intervenue ce 10 novembre. Le témoignage de Gérard Sommet et Sébastien Zongo. L'Union européenne apporte 9 millions d'euros, près de 5 milliards 900 millions de francs CFA au PAPE, le projet d'appui au processus électoral au Burkina Faso. Ce financement permet de prendre en charge les dépenses de préparation des élections présidentielles et législatives de novembre prochain. Le Burkina, au regard de la situation dans laquelle nous sommes, se bat évidemment pour remplir son contrat vis-à-vis des citoyens avec un budget, comme vous savez, qui est autour de 100 milliards pour les élections et dont une bonne partie est financée par l'État burkinabé. 52 milliards sont actuellement mis à notre disposition pour une première tranche. Et donc avec l'appui du budget du PAPE, nous avons pour l'instant pu tenir tous les engagements. C'est un appui aux 5 composantes du PAPE, notamment le renforcement des capacités et opérations électorales, l'éducation civique et la sensibilisation pour une plus grande participation citoyenne, mais aussi la prévention et la gestion des conflits électoraux. C'est quelque chose que nous apprécions, les Européens, beaucoup, la démocratie vivante au Burkina Faso. Et là, nous voudrions soutenir les efforts de toutes les institutions du gouvernement, mais aussi de la CENI, des acteurs de la société civile, pour que ce processus et ces élections qui auront lieu dans quelques jours soient un succès. Cet apport pèse 60% du budget global de 9 milliards 600 millions de francs CFA de ce projet mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement. Nous accompagnons aussi
à travers l'appui avec les médias, et tout cela est coordonné avec l'agence qui est mandatée pour mener des opérations. Tout ce que nous souhaitons, c'est que ces élections consolident la paix, que ces élections aboutissent aux résultats acceptés par tous. Et ces élections promeuvent la démocratie au Burkina. Le PNUD réserve une contribution additionnelle de 367 millions de francs CFA pour la préparation et la tenue des élections locales de 2021. Et c'est ce qui referme la page élection. Après ce journal, 21h, le rendez-vous désormais quotidien, un candidat, un programme. Suite de cette édition, nous nous rendons à Gomblora, non loin de Gawa, dans le sud-ouest. L'heure est à la récolte de la campagne agricole humide. L'engouement est au rendez-vous, plusieurs spéculations en maturation. Notre équipe composée de Oumarou Sagnon et Bienvenue Tansa a pu assister à la récolte du maïs. Constat dans ce reportage. L'heure est à la moisson ici à Bolonora, village de la commune de Gomblora. L'homme qui dirige les travaux sur cette exploitation familiale, le voici. Sur cette superficie, on récolte essentiellement le maïs. Environ 20 hectares, c'est la taille de ce champ. Peut-être je vais avoir peut-être 175 sacs. Cette année, je sais que je vais voir là, puisque j'ai augmenté la quantité. Voilà. C'est la recherche que j'ai fait l'an passé, 2 hectares, mais je n'ai pas pu récolter. J'ai cultivé ça ici parce que je n'ai pas de main-d'œuvre. La récolte se mène en famille, mais ce matin, Doutou Teda et son groupe reçoivent du soutien des amis venus des environs. De quoi combler un tant soit peu le déficit de main-d'œuvre. C'est mon ami. Je viens toujours l'aider dans son champ. Je suis témoin de la fatigue qu'il endure. Pour mener à bien cette activité, tout le monde compte. Seulement, je n'ai plus de force. Toutefois, je viens prendre les enfants des femmes afin qu'ils puissent travailler. C'est ma contribution. Près de 200 sacs de maïs à récolter, motif de satisfaction pour ce producteur après un dur labeur. On a cultivé ça avec les mains. Je n'ai pas de tracteur. Voilà. On a dit, je sais que cette année-là, l'État n'a qu'à faire pardon pour m'aider aussi pour la semence. Pour que je puisse aussi payer mes crédits de la caisse populaire et avoir ce que je dois aussi consommer. Et de tout est d'ajouter que l'étape la plus difficile reste à venir. Comme à la saison écoulée, il devra faire face à la difficulté d'écoulement de sa production. Les acteurs des transports, eux, se familiarisent aux nouveaux environnements juridiques, techniques et technologiques. À l'initiative du cabinet d'appui conseil du secteur privé Judicom, avec l'appui du ministère des Transports et la Chambre de commerce, les acteurs sont réunis pour une session de 15 jours. L'ouverture de ce 10 novembre, relatée par Ali Doubadini et Vincent Kenrebeu. Le secteur des transports est en pleine mutation selon le ministère qui en a la charge. Et pour cela, le département outille ici les acteurs du transport routier afin de relever les défis de l'évolution technologique liée à cet environnement. Cette session de formation est assurée par le cabinet Judicom. Dans chaque cycle de formation, vous avez 6 à 7 modules qui touchent les différents aspects des activités des bénéficiaires. Le premier cycle de formation destiné aux enseignants de la conduite vise essentiellement à les mettre à niveau par rapport aux dispositions des lois qui ont été prises entre-temps et qui n'ont pas été encore vulgarisées à leur niveau. Une formation qui vient renforcer les connaissances de ces acteurs, notamment sur la réglementation routière, le civisme, le sécurisme et la gestion des sinistres en matière de transport. Raison pour la représentante du premier responsable du département d'inviter les participants à s'approprier le contenu de la session. Professionnaliser, moderniser, on ne peut pas le faire sans une ressource humaine compétente et en tout cas adaptée. Voilà pourquoi nous avons décidé d'organiser cette série de formations pour mettre à niveau, en tout cas l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le secteur. En plus de Ouagadougou, ce programme de formation va se poursuivre dans les villes de Bobo-Dioulasso et de Koudougou, selon le ministère, qui compte toucher à terme plus de 3000 acteurs routiers. Également en formation, les agents de la Commission de l'informatique et des libertés
Une rencontre de 2 semaines qui devrait à terme permettre le renforcement des capacités des apprenants. Les travaux ont débuté ce 9 novembre à Bobo. Détail avec Hassan Gourabou et Karim Assissé. Faire de la Commission de l'information et des libertés CIL une institution rayonnante avec un service de qualité au profit des citoyens, c'est l'ambition affichée par les premiers responsables de cette structure. Et pour la réalisation de cette ambition, la formation du personnel s'avère nécessaire, d'où cette session de Bobo Dioulasso axée sur l'excellence professionnelle. Cette formation s'inscrit dans le cadre de notre programme annuel de formation. Vous savez que le capital humain constitue la première richesse d'une organisation et c'est l'intérêt qui nous a amenés à Bobo aujourd'hui. Pendant 2 semaines, les formateurs vont échanger avec les participants sur un certain nombre de modules. Des échanges qui doivent leur permettre d'avoir les rudiments nécessaires à la hauteur des hommes. Voilà, donc nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Après quelques corrections, ce 10 novembre, il est question de partenariat entre la Chambre des métiers et le Conseil régional du centre. Les 2 structures veulent impulser une dynamique de développement local participatif et inclusif en contribuant à réduire le chômage et la pauvreté. Elles ont signé une convention prévue durer 1 année. Daouda Ouattara et Sekou Zongo. Signature, échange de parapheurs, ces actes matérialisent une convention de partenariat entre la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso et le Conseil régional du centre. Un partenariat gagnant-gagnant de plusieurs années de collaboration. Nous pensons au niveau de la Chambre des métiers qu'on peut arriver à quelque chose sans avoir des diplômes universitaires. Nous avons signé une convention pour pouvoir aider les jeunes à avoir un métier, les jeunes à se mettre en entreprise, les jeunes à quitter la pauvreté. Cette coopération va porter sur la formation professionnelle, l'encadrement et la promotion des artisans, la participation des acteurs aux foires et salons et la recherche de financement entre autres. Nous avons construit des centres de métiers au nombre de 6 dans les communes rurales, c'est-à-dire qu'un par commune rurale, équiper chaque centre de métier à hauteur de 80 millions. Mais il est arrivé un moment où on avait de petites difficultés pour ce qui est de la formation. Du coup, la convention d'aujourd'hui va permettre à notre partenaire de nous donner un coup de main pour ce qui est de la gestion de ces centres de métiers, sans oublier les autres formations. La présente convention se veut fédératrice des approches et stratégies des 2 structures en vue d'un développement inclusif et participatif dans la région du centre. Elle a une durée d'1 année et renouvelable. Dans la région des Hauts-Bassins et à l'initiative du programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit appuyé par le PNUD, 100 jeunes sont à l'école de la paix. Ils ont 4 jours pour s'approprier la notion et les enjeux de la cohésion sociale. L'ouverture des travaux ce 10 novembre avec Kassoum Milogo et Karim Assissé. Faire de la jeunesse burkinabé des acteurs de paix. C'est l'ambition de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires. Une ambition dont la réalisation passe par le renforcement des capacités de cette frange de la population. Une formation pour mieux outiller les jeunes afin qu'ils s'investissent davantage dans la quête et la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Nous allons présenter le mécanisme de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires et nous allons mettre l'accent également sur les techniques d'analyse des conflits communautaires pour leur permettre d'avoir tous les éléments nécessaires pour savoir qu'est-ce qui est conflit communautaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, et également les outiller en techniques de prévention et de gestion des conflits communautaires pour leur permettre de pouvoir intervenir et étouffer ce conflit ou bien le gérer. Cette démarche de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires est bien appréciée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Pour le représentant de cette structure, un pays ne peut se développer que dans la paix et la cohésion sociale. Nous avons une population majoritairement jeune.
Donc, d'où l'intérêt de miser essentiellement sur les jeunes-là qui vont porter le développement de nos pays, le développement du Faso, et de leur permettre de faire attention et d'échapper à toutes ces tentations-là qui voudraient les récupérer. Cette session de formation est prévue pour se tenir sur 4 jours. Elle regroupe 100 jeunes issus des 3 provinces de la région des Hauts-Bassins. Le comportement de l'homme face à la nature suscite souvent des interrogations auxquelles tente de répondre Getwende Inyasa Ouedraogo. C'est à travers son 2e recueil de poèmes intitulé Cri de l'espérance sur les syllabes des mots en rage. La dédicace est intervenue ce 8 novembre. Le témoignage de Gérard Assomé et Marguerite Douagnou. Cri d'espérance sur des syllabes des mots en rage. C'est le recueil de poèmes de Getwende Inyasa Ouedraogo, ici dédicacé. L'œuvre donne une certaine image de la détérioration globale de l'environnement victime des mutilations infligées par l'homme. À travers ce livre, l'auteur veut contribuer à une prise de conscience collective pour la sauvegarde de la nature. Nous estimons que notre responsabilité, elle est partagée. Au niveau de nos structures étatiques, nos États, nos responsables sont appelés à réviser la politique gouvernementale qui intègre aujourd'hui le défi de l'éco-citoyenneté. Enseigner dans nos milieux scolaires cette prise de conscience de ce que nous devrons avoir comme responsabilité vis-à-vis de la nature, mais aussi dans nos familles, dès à bas âge, inviter les parents à pouvoir travailler à inculquer ces valeurs nouvelles-là à leur progéniture, pour que nous puissions en tout cas respecter l'environnement, parce que c'est notre futur, mais c'est aussi notre présent. C'est le 2e recueil de poèmes de l'auteur après Le charme de l'innocence paru en 2015. L'ouvrage est disponible dans les librairies de la place au prix unitaire de 3 000 francs CFA. Dans un autre registre, nous vous l'annoncions dans notre édition d'hier, les étalons croisent les crampons contre les Flames du Malawi ce 12 novembre au stade du 4 août. La rencontre se joue à huis clos, privant du même coup le public du spectacle. La décision de la CAF touche d'ailleurs toutes les rencontres de la 3e et 4e journée des éliminatoires. Les explications du président de la commission communication de la FBF au micro de Alain Didier Compaoré. Le vendredi passé, le comité exécutif de la Confédération africaine de football s'est réuni et a opté pour le huis clos systématique des 48 matchs de la 3e et de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Et dans la foulée, le comité d'urgence s'est réuni également et a proposé un assouplissement sur ce point, à savoir que les associations peuvent donc par dérogation, demande de dérogation, obtenir donc le feu vert de la CAF quant à la présence du public au stade. La fédération a pris donc la mesure de faire une demande de dérogation ce jour même, vendredi, adressée à la Confédération africaine de football. Malheureusement, elle a répondu hier soir par la négative, ce qui nous amène donc à un match à huis clos ce jeudi au stade du 4 août à partir de 19h. Nous voudrions ici donc demander au public de rester chez lui et donc de suivre le match qui sera retransmis en direct sur les antennes de la RTB Télévision. Ce sont 200 places qui seront donc offertes à cette rencontre, y compris les places de l'équipe visiteuse. Donc comprenez qu'on va devoir restreindre en termes de capacité la tribune de presse. Mais il vaut mieux ne pas prêter le flanc parce que je pense que c'est des sanctions qui peuvent aller des retraits de points à la suspension même du stade. Les étalons qui d'ailleurs étaient à leur dernier entraînement ce soir, vous allez le voir, la séance s'est déroulée loin des caméras, mais une de nos équipes a réussi à arracher quelques mots au coach Kamou Malo, Roger Kam et Alain Didier Compaoré. À quelques heures de leur match contre les Flames du Malawi, les étalons de Kamou Malo profilent leur dernière stratégie afin d'aborder de la plus belle des manières la 3e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Et le bilan du regroupement est satisfaisant. Pour moi,
je pense que c'est un stage pour le moment assez réussi, parce que nous prions Dieu simplement que demain, les garçons en tout cas rendent ce qu'ils ont dans le ventre pour en tout cas couronner très bien cette première partie du stage. Côté infirmerie, elle est plus ou moins vide. On a réussi la prouesse, en tout cas de recevoir pratiquement tout notre effectif, à part Hervé Kofi, qui, vous connaissez la situation, il a été testé positif. Alors, les joueurs sur lesquels nous avions des appréhensions, en tout cas, il y a plus ou moins, en tout cas, une amélioration sur le plan santé. Vous avez vu, Bertrand est rentré hier, ce soir, il est allé même faire l'IRM. En tout cas, bon, on verra à partir de cette séance, dernière séance-là, qu'est-ce que le garçon peut nous donner. Pour venir à bout de l'équipe malawite, Kamou Malo peut compter sur les nouveaux appelés. Le central, c'est comme si c'était à la Chinabelle parce que tout le monde est coulé, moi et mes grands frères. Bon, ils sont tous aussi, ils ont accueilli très chaleureusement au siège avant, donc je suis très content, Si le coach aussi me permet de jouer 1 minute, je vais montrer de quoi je suis capable aussi sur le terrain. Ma première fois d'être avec les étalons, j'ai vu que ça va. Il y a l'ambiance, il y a les grands frères qui sont là. Je pense qu'on est motivés et ils vont nous donner la motivation en plus, nous les nouveaux qui sont arrivés. En tout cas, vraiment, je suis content. Un match qui se jouera à huis clos compte tenu de la maladie à coronavirus, comme l'exige la CAF. Mais la RTB sera au cœur de ce grand rendez-vous à partir de 19h. Vague d'espoir dans le monde dans la lutte contre le coronavirus. Le laboratoire américain Pfizer communique sur l'efficacité d'un vaccin. Les essais ne sont certes pas terminés, mais il est jugé efficace à 90%. Si tout se confirme, il pourrait être administré avant fin décembre aux États-Unis. L'offensive mondiale contre le coronavirus va-t-elle rentrer prochainement dans une nouvelle phase, celle tant attendue de la vaccination? 8 mois après le début de la pandémie qui a fait près d'1 300 000 morts à travers la planète, l'annonce du laboratoire américain Pfizer sur l'efficacité d'un vaccin suscite une vague d'espoir teintée de prudence. Les essais ne sont pas terminés et ce vaccin, jugé efficace à 90%, doit encore obtenir l'aval du gendarme américain des médicaments. Si son innocuité est confirmée, les premières doses pourraient être administrées avant fin décembre aux États-Unis et dès le début de l'année prochaine dans l'Union européenne. Faut-il y voir une coïncidence? C'est au lendemain de la présidentielle aux États-Unis que le laboratoire américain et son allié allemand BioNTech ont marqué des points décisifs dans cette bataille que se livrent en toile de fond les laboratoires durant cette pandémie. D'autres recherches pourraient très bientôt porter leurs fruits, celle menée par le français Sanofi en collaboration avec le britannique GSK et celle conduite par le groupe pharmaceutique AstraZeneca avec l'université d'Oxford. D'autres laboratoires, américains, chinois, russes ou allemands, poursuivent également leurs expérimentations avec plus ou moins de succès. Au Brésil, des essais cliniques d'un vaccin du laboratoire chinois Sinovac Biotech ont été suspendus après un incident grave survenu chez un volontaire. Le monde entier, les pays riches en tête, se tient prêt à passer les commandes. L'Union européenne a ainsi précommandé 300 millions de doses de vaccins à chacune des 3 grandes alliances de laboratoires, dont Pfizer-BioNTech. Mais l'arrivée d'un vaccin ne va pas signifier pour autant la fin de la pandémie et des confinements, alors que la situation épidémique continue de se détériorer. Le vaccin devra prouver son efficacité sur le long terme et les gouvernements devront aussi convaincre leur population. Faudra-t-il rendre le vaccin obligatoire comme l'évoquent certains élus? De nombreux Européens font part de leurs craintes face à de possibles effets secondaires et face à des tests cliniques jugés précipités alors qu'il faut en théorie plusieurs années pour produire un vaccin. C'est tout pour ce soir. À 21h, un candidat, un programme. Merci de nous avoir suivis et à demain, Dieu voulant. Bonsoir.